Nous allons débuter ce premier webinaire de préparation de la semaine de l'ESS à l'école, qui sera dédié plus à l'intervention, à l'intervention et aux actions, comment mener une action pendant cette semaine de l'ESS à l'école qui aura lieu du 24 au 29 mars. Et pour ça, on aura deux professionnels de l'ESS qui vont témoigner des actions qu'elles ont menées l'année dernière avec des élèves. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le fil de discussion ou en levant la main pour qu'on vous donne la parole et par souci de clarté, on vous demandera de couper vos micros pour que il y ait pas de petits bruits de fond. Le webinaire donc est enregistré et le support de présentation et l'enregistrement, ils vous seront envoyés ainsi qu'un petit kit avec des outils pédagogiques qu'on va vous présenter. Donc aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Van Rijn de la coopérative Baraka et Valérie de Fourneau de l'association de la ressource qui présenteront, donc, comme je le disais, les actions qu'elles ont menées l'année passée. Donc moi, je suis Lucille Marceau, coordinatrice des programmes à l'ESPER et j'animerai ce temps avec ma collègue Maya Sauvaget. L'heure que nous allons passer ensemble, on reviendra rapidement sur pourquoi éduquer à et par l'ESS et nous présenterons la semaine de l'ESS à l'école. La semaine de l'ESS à l'école. Je reviendrai également sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire très rapidement. Et puis, je laisserai la parole à nos deux intervenantes. Et puis, ma collègue prendra le relais pour vous présenter quelques outils pédagogiques pour faire comprendre ce qu'est l'ESS. L'idée étant de vous outiller pour que vous puissiez mener des actions, des temps de découverte de l'ESS avec les élèves pendant la semaine de l'ESS à l'école, que vous soyez membre d'équipe éducative, enseignant, ou bien que vous soyez professionnel ou bénévole de l'ESS. Déjà, pourquoi éduquer à et par l'ESS? On se dit que si vous êtes ici parmi nous, c'est que ça vous porte aussi. C'est donc pour permettre l'émancipation collective et l'exercice d'une citoyenneté économique. Pour nous, c'est la capacité de chacun, c'est permettre à chacun de comprendre les enjeux économiques, c'est de permettre le développement d'un esprit critique qui permette à chacun, chacune de faire des choix éclairés. Et c'est une éducation et par l'ESS. Son objectif, c'est aussi de faire s'approprier les principes fondateurs de l'ESS en les expérimentant, à savoir la coopération, la démocratie, l'utilité sociale, la lucrativité limitée, la solidarité. Et donc à nous, à l'ESPER, ce qu'on pense, c'est que ces valeurs et ces principes-là, le meilleur moyen de les comprendre, c'est de les expérimenter en menant notamment des actions solidaires. Et donc, avec l'OCCE, nous organisons la semaine de l'ESS à l'école pour la 9e année, qui est donc une semaine qui a pour objectif de découvrir et faire découvrir l'ESS en milieu scolaire. Donc l'OCCE, c'est une association comme l'ESPER, mais qui intervient plutôt dans le premier degré et que vous connaissez peut-être parce qu'ils accompagnent notamment la mise en place de pédagogie coopérative en classe et notamment les coopératives scolaires. Nous, à l'ESPER, on est un collectif de 41 organisations de l'ESS qui sont liées à l'éducation nationale, à savoir des associations d'éducation populaire, des mutuelles enseignantes, des syndicats et des coopératives enseignantes, qui se sont alliés ensemble pour porter ce modèle socio-économique qu'est l'ESS auprès des élèves. Et donc, pour participer à la semaine de l'ESS à l'école, je me permets de le rappeler parce qu'ici, il y a des personnes qui sont inscrites à la semaine, mais il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites et on espère qu'à l'issue de ce webinaire, elles s'inscriront. La semaine de l'ESS à l'école, il y a différentes modalités pour participer. Pour quand on est membre d'équipe éducative, c'est un moyen de valoriser des actions qui relèvent de l'économie sociale et solidaire et que vous organisez déjà tout au long de l'année avec vos élèves. Ça peut être par exemple les associations qui sont au sein de l'établissement, la maison des lycéens, des projets que vous organisez en lien avec des associations, donc qui peuvent être valorisés pendant cette semaine-là. Et pour ça, on propose des trames pour que les élèves rédigent eux-mêmes des articles, des romans photos ou bien des vidéos. Et puis, ça peut être un moyen de faire découvrir l'ESS aux élèves par la mise en place d'une action solidaire, par la rencontre avec des acteurs, des actrices de l'ESS, ou en organisant des ateliers autour de l'ESS. Quand on est professionnel ou bénévole de l'ESS, participer à la semaine, vous pouvez le faire en ouvrant les portes de votre organisation pour accueillir une classe, en allant à la rencontre des élèves et donc en intervenant en classe,
ou en organisant une action avec les élèves. Et puis, certains élèves ou étudiants s'inscrivent d'eux-mêmes pour valoriser des projets qu'ils mènent par ailleurs tout au long de l'année ou bien pour, faire découvrir l'ESS à leurs camarades. Donc 3 modalités, trois profils en tout cas de participants à la semaine et donc l'année, passée, par exemple, plusieurs actions ont été mis en place. On retrouve des structures, des associations notamment ici, qui ouvrent leurs lieux pour, faire visiter leur organisation à des élèves et qui, en profitent pour montrer leurs activités. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est justement montrer leur fonctionnement et les spécificités, d'être une association. On a un autre exemple d'une journée apprenante dans un lycée, où là, c'était en lien avec, la mairie. L'enseignante de SES, avec le soutien de la mairie, a pu mobiliser des acteurs de l'ESS pour intervenir en classe et expliquer, ce qu'était l'économie sociale et solidaire. On a des élèves qui valorisent leurs projets, comme ici une association qu'on accompagne en Guyane, qui, a ouvert sa boutique solidaire au sein de l'établissement pendant la semaine de l'ESS à l'école, mais c'était bien le fruit d'un travail, de toute l'année scolaire. Et puis on a des élèves qui organisent aussi, évidemment avec l'appui de leurs enseignants, des collectes pour, soit de matériel scolaire, soit de biens de première nécessité, soit pour, en interne de l'établissement, soit pour des associations. Donc là, c'est qu'un exemple, quelques exemples de structures, d'actions qui ont eu lieu, les années passées. Avant qu'on passe, aux témoignages des personnes qui se sont investies les années passées, je voudrais juste, revenir rapidement sur ce qu'est, l'économie sociale et solidaire. Mais si vous voulez en savoir plus, dans tous les cas, ce sera l'objet du prochain webinaire qui sera proposé le 25 février. Donc là, je vais, être très rapide, mais l'idée, c'est vraiment, voilà, de partir sur une base commune. L'ESS, ce sont, des valeurs, que des personnes, des collectifs de personnes ont choisi de partager, à savoir la solidarité, la liberté de s'associer, d'agir, la responsabilité, la démocratie. On peut aussi mettre la coopération et donc ces grandes valeurs, elles ont été déclinées en principes, juridiques qui sont inscrits désormais dans une loi qui est celle de 2014, qui définit 3 grands principes à l'ESS. Les organisations de l'ESS ont une finalité d'intérêt général ou collectif. Elles respectent le principe de lucrativité limitée, donc si elles font des bénéfices, ils vont être réinvestis au service du projet. Et le projet n'a pas pour finalité première de générer du profit. S'il y a des bénéfices, ils vont pouvoir servir à pérenniser le projet, mais c'est pas la finalité en soi. La finalité, elle est bien d'intérêt général ou collectif. Et le troisième pilier de ces organisations, c'est la gestion démocratique. C'est donc une personne égale une voix. C'est assez schématique, mais ça s'oppose aux sociétés qui fonctionnent par action, où c'est une personne égale une action. Non, une action, pardon, égale une voix. Donc on va pouvoir voter en fonction de son apport financier. Dans les structures de l'ESS, on va pouvoir voter parce qu'on est adhérent de l'association, sociétaire d'une mutuelle, ou coopérateur dans Bonsoir. une coopérative. Bonjour. Et donc, la loi de 2014 reconnaît 5 types de structures, dans l'ESS. Les structures qui sont historiques, qui existent depuis très longtemps, à savoir les associations, les coopératives, les mutuelles et puis les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS désormais sont, partie prenante de l'ESS. Voilà pour un panorama un peu rapide de ce qu'est l'ESS, mais je vous invite fortement à participer au prochain webinaire le 26 février. Le 25 pardon, février. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Anne-Sophie, qui est salariée de la coopérative Baraka et qui donc, l'année dernière est intervenue en classe, pour, présenter sa structure et c'est utiliser des outils pédagogiques, pour alimenter son atelier. Donc, madame Van Riven, je vous remercie pour votre présence ici et je vous laisse la parole. La parole et je vais me permettre Oui, de prendre la main de sur le diapo. partager pour vous donner un peu, un aperçu en fait de quoi on parle. Ça marche le partage, vous le voyez? Oui, Parce que moi je le vois pas.
En fait, je représente, à la fois une coopérative d'intérêt collectif et non pas une SCOP, mais une SIC, qui fait aussi partie de l'ESS, qui s'appelle la coopérative Baraka. Qui est en fait, c'est un bâtiment construit, par des habitants de Roubaix en bois paille, sans chauffage, avec une double flue et qui est financé par un restaurant et de la location de salles de réunion. Et je représente aussi, une association qui s'appelle le collectif des paysans urbains du Trichon, qui gère une ferme urbaine et des jardins partagés juste en face de la coopérative Baraka. Et aussi un collectif d'habitants qui veulent créer de l'habitat partagé et une université populaire et citoyenne. Donc on est 4 acteurs en fait sur ce terrain. On est tous un peu adhérents les uns des autres, donc quand j'interviens, je parle de tout et je peux cibler en fonction du public l'un ou l'autre. Idéalement, ce serait de pouvoir faire venir les élèves sur le terrain parce qu'ils sont jeunes et que voir du concret, voir ce que c'est un bâtiment en bois paille, voir un jardin, de la terre, un restaurant, comment on conjugue en fait quelque chose de très classique qui est un restaurant, mais sous un format économie sociale et solidaire, c'est beaucoup plus intéressant. L'an dernier, je suis intervenue et clairement, j'étais en classe parce qu'ils n'avaient pas eu d'autorisation de sortie. Donc voilà, je travaille à partir de ces slides pour montrer du concret et j'ai plutôt, j'alterne avec des petites pédagogies, avec, ce qu'on appelle un Kahoot, c'est-à-dire ils utilisent leur téléphone pour répondre à un petit quiz en ligne. Il y a des questions-réponses, il y a des choses comme ça pour alterner et que ce soit pas, descendant et créer au maximum le dialogue avec eux et pouvoir ajuster en fait mon discours à leur niveau et à leur centre d'intérêt. Pour que vous vous rendiez compte du projet de ce que je raconte, c'est vraiment on part en fait d'une friche en plein cœur de Roubaix. C'est pour ça que c'est intéressant de voir. Voilà ce que c'était en 2016. Voilà où on veut aller, donc comment ça se crée et après je présente rapidement les différentes étapes. Donc voilà, le délaissé, la construction de baraka avec vraiment une ossature bois. Donc là, on raconte comment en fait on repense les choses, c'est-à-dire on va pas construire de manière classique, mais on va construire à partir du bois local. On va faire de l'isolation paille, on va construire avec les habitants, avec des étudiants pour partager du savoir. Comment en fait, tout au long de mon discours, c'est comment l'économique est repensé pour être au service de l'environnemental et du social. Donc là, c'est vraiment concret. En général, ça leur plaît bien et puis après, on parle un peu modèle économique et donc on aborde les questions de gouvernance sur la coopérative qui est vraiment un modèle particulier, avec différents collèges, différents profils, comment ça crée le débat, comment on gère le fait que ce soit un homme, une voix, comment il y a pas de, heu on met du capital, mais c'est pas pour un but de s'enrichir, mais on gagne quand même un petit peu d'argent, voilà, et cetera. Comment on pense l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, comment ça se finance, et puis après je les avais fait jouer un peu, je les avais mis dans des rôles et j'avais organisé un petit débat entre eux. Bon, là, il faut avoir un peu plus de temps, on n'avait qu'1 heure, mais ça leur permet un peu de s'exercer et puis aussi de se mettre en action. Et pour la ferme, c'est plus compliqué sur des slides de le partager. On peut vraiment aller sur le terrain et voir comment on reconstitue un sol, parce que c'est pas juste une ferme, c'est on a reconstitué la vie du sol pour pouvoir faire pousser des légumes et comment on pense la distribution quand on est dans un quartier populaire. Donc et à chaque fois, c'est vraiment l'idée comment je crée mon emploi, parce qu'il y a des salariés sur ces différentes structures, mais comment l'emploi est repensé de manière différente qu'une entreprise classique, puisqu'on est sur une lucrativité limitée et avec un vrai objectif de se dire comment on vit économiquement, mais dans le but d'avoir une mission de transition environnementale et sociale. J'ai fait très succinct pour qu'on ait le temps de questions-réponses et Merci. voilà, il faut en raconter plus. Par rapport aux réactions des élèves, comment ils ont réagi à votre Bah, présentation? c'était une super classe, donc beaucoup d'interactions, beaucoup de questions. Idéalement, normalement, le prof m'avait dit qu'il aurait eu le temps de faire un cours un peu sur les différents modèles de coopératives, associatifs et cetera. Donc ça avait pas eu le temps d'être fait. C'est vrai que c'est mieux
Moi, je trouve que c'est mieux qu'ils aient eu un peu d'infos en amont Mmh. pour les accrocher un peu et pour pouvoir échanger. Mais bon, après, on s'organise, hein, on fait avec les moyens du bord, mais, hem, mais ils étaient plutôt très participatifs et c'était assez sympa. Voilà. Super. Merci. Surtout Est-ce qu'il qu'ils étaient et à 500 mètres de Baraka, donc c'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas venus, mais mmh, voilà. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, par rapport à ce qui vient de nous être présenté? Votre projet, il est vraiment très intéressant, mais quel est l'âge, des gens dans Baraka et sur quelle durée ça va se développer? Alors oui, je vous ai pas dit, Baraka, ça a été construit en 2011. On a ouvert le restaurant en 2012. Donc là-dessus, je raconte aussi toute la vie de la coopérative parce qu'on a eu on a eu, l'opportunité de brûler, donc raconter comment on vit un incendie dans une entreprise et comment justement le fait d'avoir été dans l'ESS, c'est ce qui nous a permis de s'en sortir. On a failli déposer le bilan aussi en 2018 et c'est parce qu'on avait ce projet-là qu'on a trouvé des solutions pour s'en sortir. Une entreprise classique aurait déposé le bilan. Hem Et la ferme urbaine, ça fait 3 ans là qu'on a travaillé pour remettre la vie dans les sols et on a commencé à cultiver l'été dernier et là, on vient de recruter notre maraîcher pour, vraiment cultiver en bio-intensif à partir de l'année prochaine. Super, merci. Voilà, et les sociétaires, on est plutôt à 50. Bon, c'est des familles, c'est beaucoup d'habitants dans les adhérents et dans les salariés, on est pareil entre, 35 et 50 ans. Merci. Est-ce qu'il y a Super. d'autres questions? Ah oui, Serge? Oui, bon, bonsoir. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette présentation. C'est alléchant et on a envie d'en savoir plus. Moi, je m'interrogeais sur la ferme urbaine. Est-ce que dans le projet, l'école voilà, participe, est engagée dans ce projet ou c'est plutôt les citoyens, les enfants en tant que citoyens avec leur famille qui participent à la ferme? Voilà, est-ce que l'école fait partie de votre projet? Alors en fait, sur la ferme, il y a 2 parties. Il y a une partie jardin partagé qui sert de square, qui sert de terrasse à baraka, qui sert de jard de il y a des bacs potagers où là, c'est les familles qui viennent, les enfants. Il y a l'école qui est juste à côté, l'école primaire Le Oui, Gouvet, qui a son bac. Il y a un centre social qui a son bac. Et après, il y a un terrain de 6 000 m² où là, on est vraiment sur de la ferme productive pour que les ventes payent le salaire du maraîcher. ok, Donc on a vraiment les 2 formats et entre les 2, on est en train de planter une forêt nourricière avec les habitants. On a tout aussi une partie d'activité pédagogique. On a, là sur les 3 ans, on a 800 élèves qui sont venus, faire des parcours pour découvrir la vie du sol, comment on fait pousser un légume, découvrir les oiseaux sur le terrain, voilà. très Donc bien, il y a bravo. beaucoup d'échanges, ouais. Et pour rebondir, du coup, peut-être si vous pouvez nous rappeler pourquoi justement vous avez fait le choix de vous inscrire à la semaine de l'ESS à l'école l'année dernière? Si vous avez du coup déjà des activités par ailleurs avec des scolaires? Pourquoi? Bah, parce que quand on est dans l'économie sociale et solidaire, il y a un enjeu d'embarquer, en fait. C'est parce qu'on pense que le modèle économique conventionnel, il nous fout dans le mur et qu'on veut réinventer les choses, on veut expérimenter et on veut embarquer toutes les parties prenantes, en fait, dans le projet et que ce soit vraiment de l'utilité, sur le territoire et pour ça, bah, du coup, il faut aller le raconter. Faut donner envie aux jeunes d'y aller, aux familles, aux plus vieux, voilà donc et c'est aussi personnellement, moi ça m'intéresse d'autant plus que j'ai fait, 15 ans dans l'économie conventionnelle, dans des grandes enseignes comme Nocibé, ou autres enseignes de restauration et que j'ai vraiment pris le tournant à l'âge de 40 ans, en fait, où j'ai repris des études et j'ai choisi d'aller, mettre mon temps, voilà, gagner ma vie dans l'économie sociale et solidaire, donc envie d'embarquer d'autres gens, voilà.
Merci. Et peut-être juste avant que je laisse la main à notre autre intervenante, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux autres professionnels ou bénévoles de l'ESS qui voudraient intervenir cette année et voilà, pour préparer leur intervention ou sur des manières d'aborder l'ESS avec des plus jeunes? Alors c'est d'un point de vue pédagogique, ça demande du temps de préparation, donc c'est un peu le problème, c'est que dans l'ESS, on n'a jamais de temps. Heu, Puisqu'on se charge un peu la barque, hein, avec toutes ces ambitions sociales et environnementales et puis que, du coup, c'est pas des modèles où on gagne du pognon comme dans la finance. Mais c'est vachement important de dans l'intervention, de prévoir des interactions. C'est vrai qu'avant, quand on parlait de Baraka, c'est tellement passionnant qu'on débitait toute la présentation hyper descendante et puis après, selon le public, il y avait des questions-réponses. Clairement, sur les publics d'étudiants et de jeunes, si on démarre comme ça, on a zéro réaction et c'est un peu frustrant. Et depuis qu'on a complètement changé, en fait, la méthode en démarrant par un petit, questionnaire, soit digital avec leur téléphone, soit on a plusieurs cartons et on lève, les bonnes réponses, avec des cartons de couleur. Ça crée de l'interaction et du coup, ça crée du dialogue. Il faut vraiment pas faire, même une demi-heure de descendant. Il faut absolument intercaler des temps où on les questionne. Ou alors on les met en situation, ou alors c'est plus de boulot, ça veut dire qu'on raconte moins, ça veut dire qu'il faut limite que l'enseignant nous dise, «Je préfère qu'on soit sur le projet ou sur la gouvernance ou sur le modèle économique» ou voilà, pour vraiment pouvoir aborder ça, même si on survole le reste et puis qu'on ait le temps de ce genre d'interaction parce que plus ils participent, ben, plus ça ancre. Voilà Ouais, bah, c'est et c'est avec tout à les fait adultes, c'est pareil, hein. mmh Faut mh. faire Ouais, ben, c'est tout à fait raccord avec ce que nous, on veut aussi, porter, avec, ce qu'on entend par l'éducation à et par l'ESS. C'est justement pas d'avoir, une explication qui soit descendante, mais bien que ce soit les élèves qui, interagissent et qui, bah, qui, le plus possible, soient mis dans des situations de prendre la parole, de coopérer, de décider ensemble et donc voilà, ça fait, ça fera une belle transition avec, la présentation des outils pédagogiques qu'on va présenter à la fin de ce webinaire puisque c'est vraiment toute l'intention, qu'il soit pas, descendant et que les élèves participent. Donc bah, un grand merci, Anne-Sophie pour votre présentation. je vous en prie. Et donc je vais laisser la parole maintenant à Valérie Defournoux, qui est salariée de La Ressource, une ressourcerie associative Oui, dans bonjour. le 94. Oui, Ouais, bonjour. ouais, ouais. Alors, je rectifie un tout petit peu. Moi, en fait, je suis présidente de la ressourcerie de Vincennes, donc qui s'appelle la Recyclerie de Vincennes, que j'ai fondée et dont je suis la présidente. Et après, je OK. suis bénévole et je suis en contact très proche de la ressource de Saint-Mandé. C'est 2 villes, en fait, qui sont à côté, dans le Val-de-Marne, en proche banlieue de Paris. Et comme on est à côté, qu'on a un peu les mêmes profils de ville, en fait, on est vraiment, on fait beaucoup de choses ensemble. Donc, je peux dire «on» parce qu'on est quand même un espèce de collectif d'associations sans forcément avoir quelque chose d'administratif au-dessus. Mais voilà, en gros, on a créé des ressourceries dans ces lieux parce que, bah, déjà, il y en avait pas. Alors, je sais pas, oui, peut-être pour planter un peu le décor, donc une ressourcerie, c'est des lieux qui proposent de la collecte, de la vente et de la sensibilisation autour du réemploi. Donc en gros, on collecte les vêtements, vaisselle, décoration, enfin ça peut être tout type de flux, qu'on trie après derrière pour garder les choses vraiment en très bon état et on revend aussi ça dans une boutique. Et puis surtout, comment dire, on propose des ateliers. Ça, c'est vraiment une partie très importante. On propose des ateliers de sensibilisation qui en fait rassemblent un peu tous les habitants de la ville pour montrer en fait comment on peut faire du réemploi à partir de ce qu'on a pour justement sensibiliser en fait les ressourceries. Elles ont un volet environnemental parce que c'est des lieux où
on collecte et ensuite on revend. Donc on essaye de dire aux gens, ne jetez pas, dans la mesure du possible, amenez en ressourcerie ou Emmaüs, hein, si on veut, c'est un peu la même famille. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi tout un aspect Alors attendez, j'ai presque plus de batterie et j'ai oublié de recharger. Ne quittez pas, je reviens. Ah, voilà, excusez-moi. Et donc la deuxième partie, c'est ce côté participation citoyenne aussi, où on invite en fait tous les habitants à venir à la fois participer aux ateliers pour découvrir ensemble des techniques pour je sais pas, récupérer un t-shirt et au lieu de le jeter, il est un petit peu abîmé, on va faire un sac, apprendre comment on peut faire des lessives avec trois ingrédients qu'on a à la maison, apprendre, enfin voilà, c'est vraiment plein de choses à faire dans le partage ensemble et faire des lieux vraiment qui soient ouverts à tous. À la fois aussi pour les bénévoles et puis pour les habitants qui viennent pour ces ateliers. Donc ça, c'est l'origine de la création de ces ressourceries, avec évidemment au départ comment dire, les enjeux de surconsommation, de biens qu'on a qui débordent partout, on ne sait plus quoi faire. Et de déchets aussi qui s'amoncellent. Enfin voilà, avec la surconsommation, on a des quantités de déchets qui sont énormes. Et tout le rôle de ces ressourceries, c'est vraiment de sensibiliser tout le monde en disant on peut faire autrement, on peut donner à des ressourceries au lieu de jeter, on peut acheter seconde main, on peut réparer, on peut voilà. Donc il y a tout ce travail qui est de sensibilisation qui est très importante. Et donc a priori aussi les jeunes à toucher. Parce que les jeunes, c'est un peu la prochaine génération, et c'est nous, on a déjà fait beaucoup de bêtises, donc on aimerait bien que les petites générations, aient conscience. Elles l'ont un petit peu, mais de s'inscrire justement à cette semaine de l'ESS, c'était vraiment l'occasion d'aller toucher les plus jeunes et de les sensibiliser. Donc en fait, on s'est associé avec la ressource. Pour proposer un atelier, un atelier à double entrée, c'est-à-dire que on voulait effectivement, comme disait Anne-Sophie, on voulait qu'il soit sur le terrain, c'est-à-dire qu'effectivement on pourrait prévoir juste une intervention en classe, mais les faire venir dans une ressourcerie, déjà ils connaissent pas forcément ces lieux, il commence à y en avoir beaucoup, enfin en tout cas en région parisienne il y en a pas mal, mais voilà, ce sont des lieux qui sont encore pas très très connus. Donc les faire venir sur place, c'est de dire regardez à quoi ça ressemble une ressourcerie et regardez ce qu'on y fait, regardez les métiers, parce qu'il y a aussi des vrais métiers en ressourcerie, il y a des bénévoles, mais il y a aussi des salariés. Et voilà, donc on a divisé la séquence, la sensibilisation, enfin cette intervention en deux parties. On a divisé le groupe d'élèves en deux. Il y avait une vingtaine d'élèves. Et on a fait une partie visite du lieu avec donc la directrice de la ressource. Moi, j'avais l'autre partie des élèves dans la salle de sensibilisation où là, j'ai fait un jeu avec eux autour du textile et de la fast fashion et des ravages que cette industrie provoque. Et donc voilà, ils ont fait une partie visite où la directrice leur a expliqué l'origine du lieu, pourquoi, qu'est-ce qu'on y fait, le parcours de l'objet ou du textile, il arrive, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on prend. Ils ont visité la boutique aussi pour voir que en fait dans une ressourcerie on trouve des choses comme partout en bon état, qui sont jolies, qui sont moins chères en plus. Donc voilà, c'est vraiment cette démarche d'être dans le lieu et de changer un peu son regard, parce que ça c'est quelque chose dont on a discuté après avec eux à la fin de l'atelier en disant
Maintenant, c'est quoi les solutions? Parce que bon, bah, d'accord, ça pollue, d'accord, ça vient des 4 coins du monde, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est pas bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc très vite, la seconde main arrive sur la table et il y en a beaucoup qui nous disaient: «Ah mais c'est sale, il y a des trucs d'hygiène, non, moi je veux pas, machin, machin». Et ben, le fait qu'ils soient dans la boutique et qu'ils voient que, bah, non, les vêtements sont propres, ils sont, on les a bien triés, donc ils sont comme neufs. Finalement, voilà, c'est peut-être quelque chose auquel ils devraient penser. Donc voilà, donc il y a eu cette partie visite et puis donc cette partie atelier où ce que disait Anne-Sophie est totalement vrai, c'est-à-dire que aucune aucune information descendante, c'est-à-dire que dès le départ, alors pour vous c'est quoi et vous comment vous faites en ce moment, où est-ce que vous achetez, etc. Donc ping-pong. Et puis pareil avec un jeu interactif où ils devaient, avec un système d'enveloppe, découvrir où était. En fait, ça commence par le début comment ça s'appelle, de la fabrication d'un jean, donc la culture du coton. Voilà, donc ça commence par la culture du coton et c'est fabriqué où et voilà. Et donc ils vont faire le trajet avec à chaque fois des informations sur cette industrie. Voilà, quand on teint le coton, ah bah voilà, ça rejette telle pollution et combien sont payés les salariés, etc. Et puis finalement, ça arrive dans votre magasin et ça coûte 10 €. Donc tout ça, ils ont certaines connaissances, mais là, ça leur donne un panorama global qui à la fin, oui, les fait quand même réfléchir. Je dis pas qu'ils ressortent en disant ça y est, on va tout changer, mais on a planté quand même une petite graine et je pense que, alors on a planté une petite graine là-dessus, mais on a aussi fait découvrir un lieu qui vit, un lieu où il y a des salariés, un lieu où il se passe des choses et en plus qui a une utilité sociale avérée. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour et oui, on a eu des bons retours, des profs après et on va essayer de recommencer cette année. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants, participantes? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Julie, je travaille dans l'ESS, donc je connais bien voilà, tout ce qui se fait effectivement en termes de ressourcerie, à durée emploi, ferme urbaine, voilà, tout un tas d'activités voilà, qui peuvent être intéressantes en termes d'environnement et de solidarité et de démocratie aussi. J'interviens, en fait, moi, j'ai essayé de prendre contact avec une école et j'ai pas encore eu de retour parce que je pense qu'ils sont assez débordés en fait dans les écoles, donc c'est pas évident pour eux voilà d'organiser des temps effectivement d'animation par rapport à cette semaine là à laquelle j'aurais bien aimé participer. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de prise. J'aurais voulu avoir un petit peu des idées d'activités qu'on pourrait proposer à des plus petits. Alors effectivement, en termes participatifs, nous on a des ateliers couture recyclage, donc on travaille aussi avec une ressourcerie, on récupère du tissu, on essaye de le transformer. Je me suis dit peut-être le tissu, ça peut être effectivement pour les tout petits de toucher différents tissus, de dire oui, vous voyez, c'est pas du tissu neuf, des choses très simples. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Est-ce que vous avez expérimenté avec vraiment les plus petits, les maternelles même, des choses qui pourraient mettre en valeur voilà, cette démarche alors économique pour eux, c'est peut-être un gros mot, un peu compliqué à comprendre, mais en tout cas de réemploi, de conscience de l'environnement qui émerge voilà dès l'âge de 3 ans quoi. Voilà ma question. Alors, on est 2 structures assez jeunes, donc on n'a pas du tout creusé encore. Je suis désolée, je vais pas pouvoir vous aider, mais on n'a pas creusé pour l'instant les plus petits. Là, en plus, moi, ce que j'ai là, cette première qu'on a faite, c'était avec collège-lycée, donc c'est même pas les primaires. Après, je sais que moi, j'ai commencé à tester. J'en suis au stade de test parce qu'on est vraiment tout jeune. Moi, j'ai testé plutôt avec des primaires
Et là, j'ai testé de la découpe de t-shirts pour faire des sacs, des pompons, des petits bracelets, des choses comme ça. Ça fonctionne super bien parce qu'il y a juste un t-shirt à amener et une paire de ciseaux. Et puis après, c'est des petits nœuds, c'est des nouages, des tressages, des choses comme ça. Et ça fonctionne. Mais c'est vrai que pour le coup, ça, les tout petits, je le proposerais pas parce qu'avec une paire de ciseaux, c'est des grandes paires de ciseaux de couture. Donc, mais voilà, c'est tout ce que, pour l'instant, on en est là. Il y a Mélanie Beckert qui a une question également. En fait, c'est pas tant une question, c'est plus. Alors moi, je suis enseignante en lycée professionnel et j'ai intégré. Alors j'ai ma petite de 2 ans avec moi, je vous prie de m'excuser. Je revenais sur parce que je me suis beaucoup interrogée sur tout ce qui était possible de faire et pour répondre à la question sur les plus jeunes, comment faire avec les plus jeunes. En fait, effectivement, parler sur l'aspect économique, c'est absolument pas possible. Ce qui peut être fait, alors faut voir effectivement au niveau des interlocuteurs locaux, mais je suis sûre que un ramassage de déchets, une sensibilisation du coup plus sur l'écologie, ça peut être fait avec les tout petits. Et ça, c'est quelque chose qui est concret. Alors que découper des t-shirts et faire des bracelets, je trouve ça très très bien. Mais ils ont l'habitude de manipuler beaucoup. Et est-ce qu'ils vont vraiment raccrocher ça à des valeurs spécifiques? Je suis pas sûre. Donc, si on veut vraiment transmettre des valeurs, faut aller sur ce qui va être concret pour eux et ce qui va sortir de leurs habitudes. Enfin, je dis ça parce que je me suis formée sur plein d'autres choses à côté et du coup, j'ai peut-être cette analyse. Enfin, je me permets de donner mon point de vue. Merci. En tout cas, sur les outils pour faire connaître l'ESS, tout du moins ses principes et ses valeurs, aux élèves plutôt élémentaires ou maternelles, c'est plutôt l'OCCE avec qui on copilote cette semaine, qui développe des outils. Donc là, il y a des outils qui sont en train d'être adaptés. Donc je pense que il y en a plusieurs qui existent. Certains ont été présentés notamment lors du webinaire du mois de novembre que vous retrouverez dans les actualités sur le site de la semaine, qui s'intitulait Comment intervenir en élémentaire. Donc vous retrouverez des billes justement d'outils pédagogiques pour faire transmettre l'ESS et la coopération aux élèves en primaire, en élémentaire plutôt. Oui. Et on a une dernière question. Oui, Quentin oui, Dufils. oui, bonjour. Donc moi, je me présente, je représente l'association Haute Coco France, qui est une association de solidarité internationale et d'éducation à la paix et à la citoyenneté. Et je rejoins ce que disait Madame Becker, c'est-à-dire que nous, on a des outils. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on les adapte et comment est-ce qu'on les adapte selon l'ESS. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir en même temps véhiculer toutes ces valeurs, faire passer un message, en même temps de développer des outils concrets pour les plus jeunes. C'est un petit peu, moi, le point d'interrogation que j'aimais concernant cette semaine de l'ESS. Eh bien, on va pouvoir passer à la suite, justement pour voir les différents outils qui ont été développés par l'ESPER et l'OCCE ces dernières années, qui permettent justement d'aborder l'ESS avec les points de vigilance que Anne-Sophie mentionnait tout à l'heure, à savoir de partir de leurs connaissances, que ce soit interactif. Et tout l'enjeu, en effet, quand on est professionnel ou bénévole de l'ESS, c'est d'articuler la présentation de ces activités et la compréhension à la fois des valeurs, des principes de l'ESS, qui dépassent l'activité. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de vous montrer juste après, dans les 15 minutes qui nous restent. Donc je vous remercie Valérie pour votre intervention également. Et donc on va passer à la suite. Si vous souhaitez mener une action pendant la semaine, je vous rappelle que les inscriptions restent ouvertes. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site. Ça va référencer votre inscription sur la carte. Et nous, au niveau de l'équipe salariée de l'ESPER, on va faire une mise en relation avec des structures de l'ESS autour des équipes éducatives en fonction de la proximité géographique. Et avant tout, ce qu'on va chercher à faire, c'est de mettre en relation des classes en fonction des inscriptions enseignantes. Donc, si vous êtes
structures de l'ESS, on ne va pas pouvoir garantir que vous puissiez intervenir effectivement pendant la semaine. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est avant tout à répondre aux inscriptions des équipes éducatives. Et en tout cas, on communique largement aussi au sein de l'éducation nationale pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'enseignants qui s'inscrivent et que vous puissiez effectivement intervenir ou mener une action avec une classe. Le but de cette semaine, c'est aussi de valoriser des actions qui sont déjà prévues. Donc, si vous avez déjà des actions organisées, n'hésitez pas à vous inscrire puisqu'on les valorisera par différents canaux. Et donc, quand on intervient en classe et qu'on est un professionnel ou un bénévole de l'ESS, il y a quelques principes de l'ESS que vous retrouverez dans une fiche, mais qui ne sont à ne pas oublier. Et donc ici, c'est un peu toutes les questions qu'on vous invite à vous poser, vous, professionnels ou bénévoles de l'ESS, avant d'intervenir en classe, pour justement mettre en avant ces principes fondateurs de l'ESS, à savoir la gouvernance démocratique, la lucrativité limitée, l'utilité sociale et l'ancrage territorial, qui est aussi très important. Donc c'est dans cette petite fiche, là, je vous l'ai mis sous forme de tableau, mais dans ces fiches-là, vous retrouverez vraiment toutes les questions à vous poser et je vous invite vraiment à les consulter avant de préparer une quelconque intervention. Donc ces 3 fiches-là, c'est les principes de l'ESS pour ne pas en oublier. Vous avez après une fiche plus pratique sur j'interviens en classe et une autre sur je fais visiter ma structure. Mais celle qui va vous permettre de réfléchir aux apports sur le fond, ce sera celle les principes de l'ESS pour ne pas en oublier. Et donc ça, vous le trouverez dans la rubrique outils pédagogiques sur le site de la semaine. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Maya, qui va vous présenter justement quelques outils pour aborder l'ESS en classe de manière ludique et pour faire comprendre justement les principes et les organisations de l'ESS. Donc, je vais vous présenter 4 types d'outils d'ici 18h30 et puis je vais essayer qu'il reste quelques minutes si jamais vous avez des questions. Donc, on va commencer avec la Junior Coopérative. C'est un outil qui permet de faire découvrir les étapes de la méthode projet et au passage de faire découvrir aussi les principes et les types de structures qu'on trouve dans l'ESS. Donc, en premier, l'idée, c'est de mettre en ordre avec les élèves les étapes projet. Donc, l'ordre, c'est contexte, problème, objectif de transformation, moyen, puis évaluation. Et ensuite, on a 4 scénarios, une asso sportive, une mutuelle en rapport avec des utilisateurs de drones, une SCOP et une coopérative de consommateurs de chocolat. Et on a la petite histoire où ils ont créé les structures pour répondre à des besoins. Donc, les élèves doivent remettre en ordre cette petite histoire en concordance avec les étapes projet vues en amont. Donc, ça se fait dans l'idéal avec des groupes de 4 à 6 personnes. Et pendant la restitution, l'idée, c'est aussi de leur poser des questions. À votre avis, pourquoi c'est une association ou une coopérative qui a répondu le mieux à ce besoin? Quel était le besoin? Est-ce que vous connaissez d'autres structures, d'autres associations? Est-ce que vous en fréquentez vous-même? Est-ce que vous avez déjà fait une expérience de bénévolat? Quelle mutuelle vous connaissez, etc. Et aussi, à la fin de toutes les présentations, c'est interroger sur le point commun de toutes ces structures, donc le fait que ce soit des projets collectifs, de répondre à des besoins, comme on l'a dit, la lucrativité limitée, la libre adhésion, voilà, les notions que Lucille nous a exposées auparavant. C'est plutôt en découverte de l'ESS, mais ça peut aussi être utilisé en émergence d'idées. Par exemple, leur demander à l'échelle de l'établissement quel est le contexte, quel serait le problème à résoudre, par exemple. Et juste pour compléter... Pardon, oui, je t'en prie. Non, c'est juste pour dire que ça se matérialise sous la forme d'un jeu de cartes et donc on distribue les cartes aux élèves. Voilà, c'est... Et donc ces jeux de cartes-là, ils sont accessibles sur le site de la semaine, mais on peut aussi, si vous nous en faites la demande par mail, vous en envoyer un exemplaire. Tout à fait. Et ça peut être aussi l'occasion de faire écho à des structures ESS locales qui parleraient peut-être plus aux élèves s'ils les identifient, par exemple. Et juste pour votre information, le comité scientifique ressources ESS travaille actuellement une version pour les primaires de la Junior Coopérative.
Ensuite, oui, je vais vous présenter le débat mouvant et à la fois l'outil les idées reçues sur l'ESS. Donc, on a une version collège, une version lycée. Oui, la junior coopérative s'adresse actuellement aux collégiens, lycéens et dans le supérieur, ça peut s'utiliser aussi. Donc, les idées reçues sur l'ESS, c'est un outil qui permet de déconstruire les a priori qu'on peut avoir justement sur l'économie sociale et solidaire. Donc, sous forme de débat mouvant, on va utiliser les affirmations qui sont inscrites sur les cartes aussi, ça se présente comme ça, les idées reçues. Donc, les affirmations, ça va être par exemple, l'ESS, ce n'est pas viable à long terme, l'ESS, ça ne repose que sur des subventions publiques, l'ESS compte peu dans l'économie, ou dans l'ESS, il n'y a pas de chef, tout le monde décide de tout, ou encore, par exemple, l'ESS n'est qu'une béquille du capitalisme. Et en fait, sur chacune des affirmations, les élèves vont réagir et le fait que ce soit un débat mouvant, ça permet à la fois de dynamiser la séance grâce à cette mise en mouvement et de provoquer la participation active de tous les élèves. Donc concrètement, on leur demande de se mettre debout au milieu de la pièce. On désigne un côté qui correspond à « je suis d'accord », l'autre côté de la salle correspond à « je ne suis pas d'accord ». Et on peut se placer un peu par degrés, à moitié d'accord, à moitié pas d'accord. Et au milieu, il peut y avoir la rivière du doute ou je ne sais pas. Et en fait, on énonce la première affirmation, les jeunes se positionnent, puis on donne la parole pour que chacun explique son choix. Et en fait, quand on participe au débat mouvant, on peut se laisser convaincre, être d'accord avec un argument qui vient d'être exprimé, et donc on se déplace vers le d'accord si on était le côté pas d'accord ou rivière du doute, ou inversement. Et donc on se déplace en réagissant aux idées qui sont exprimées par les autres. Donc c'est ce qui fait que tout au long du débat, c'est mouvant. Voilà. Et l'idée, par exemple, quand il y a un acteur de l'ESS qui est présent, c'est qu'une fois que les élèves se sont exprimés sur une affirmation, l'acteur, l'actrice de l'ESS peut ensuite s'exprimer également et apporter son expérience vécue, par exemple, sur la notion de gouvernance démocratique. Il y a une question de Quentin, c'est peut-être spécifiquement sur cet outil, on peut peut-être la prendre maintenant. Non, c'était pas spécifique à cet outil, c'était plutôt une question liée à l'ensemble des outils, savoir si les outils qui sont mis à disposition, est-ce que nous, on peut s'appuyer dessus pour faire un pont entre nos activités liées à la solidarité internationale et liées à l'ESS, et est-ce qu'on peut se baser sur l'existant, c'est-à-dire sur, par exemple, le débat mouvant, Haute Coco l'utilise déjà, mais lié à la solidarité internationale, et est-ce que ça peut s'adapter en lien avec vous, ce que vous présentez? Oui, je dirais que c'est tout à fait l'idée. Lucie, je te laisse Oui, bien compléter sûr. peut-être avec ton expérience. Oui. Non, l'idée, c'est évidemment que ces outils-là, c'est de les adapter après au contexte Oui. et au secteur d'activité que vous représentez. Donc, il y a 15, là, en l'occurrence, il y a 15 cartes idées reçues. Donc, on va pas faire les 15. Et l'idée, c'est de piocher dans ces cartes-là pour animer un débat mouvant que vous pouvez évidemment corréler avec des affirmations qui vont plus dans le sens de votre secteur d'activité, quoi. Donc, pour présenter, être à la jonction entre présenter l'ESS et présenter votre structure. Ensuite, on voulait Juste pour compléter, quelques-unes ne sont pas en libre accès, mais c'est précisé dans la filmographie à chaque fois si c'est en libre accès ou pas. Oui. Donc, il y en a toute une partie, en tout cas, qui sont en libre accès, donc c'est assez pratique. Oui, je crois qu'il y en a que 2 dont l'accès est plus limité. Voilà. Et enfin, il existe aussi une fiche, enfin une trame qui s'appelle 2 heures 5 outils. Donc, c'est adaptable justement selon le temps dont vous disposez ou en fonction des demandes qui sont émises par les enseignants en amont. Et c'est des séances qui peuvent être animées auprès d'élèves de collège ou de lycée.
En tout cas, c'est une fiche qui donne une idée de déroulé d'une intervention en classe et des outils qui peuvent s'utiliser en lien pour faire découvrir les bases de l'ESS de façon dynamique et participative. Donc, on a aperçu la junior coopérative. Je vous mets, Anne-Sophie en avait parlé aussi, je vous mets le lien du quiz coloré, il y a les photos, donc on aperçoit comment ça se présente, à quoi ça ressemble. Je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le temps que vous réfléchissez, si vous avez quelques questions, je me permets de continuer. Donc je vous rappelle que c'est possible de s'inscrire toujours à la semaine et que le lien est disponible et vous allez sur le site, il vous suffit d'aller sur le site de la semaine de l'ESS à l'école pour trouver le formulaire d'inscription qui vous est dédié en fonction de votre profil, si vous êtes équipe éducative ou acteur, actrice de l'ESS. Et donc, on vous donne rendez-vous au prochain webinaire qu'aura lieu le 25 février, donc c'est un mardi, mêmes horaires, 17h30, 18h30. Et donc là, on va approfondir un peu plus ce qu'est l'économie sociale et solidaire, parce que on sait très bien que c'est pas parce que vous faites partie de l'ESS que vous êtes forcément très à l'aise avec le fait d'en parler. Et donc l'idée, c'est vraiment là de renforcer ses connaissances sur l'ESS pour pouvoir mieux le transmettre aux élèves et mieux faire connaître ce modèle économique. Donc juste par rapport aux modalités d'inscription, si vous êtes déjà inscrit à la semaine de l'ESS à l'école, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. Idem pour ceux qui s'étaient déjà inscrits aux 2 webinaires. J'ai déjà bien reçu votre inscription. Mais si c'est pas fait, vous pouvez vous inscrire et je vais vous renvoyer le lien dans le mail que je vous enverrai d'ici quelques jours avec le support et le replay de ce webinaire d'aujourd'hui. Très bien. Eh ben, merci à toutes et à tous. On va vous libérer, et puis s'il y a des personnes qui ont des questions, on peut les prendre. Et puis pour les autres personnes, si vous voulez, si on veut vous libérer à l'heure, on vous remercie de votre participation et on espère que ça aboutira à des actions pendant la semaine de l'ESS à l'école.